Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Macron, on l'a vu ce matin, est aujourd'hui dans l'Hérault après avoir été sifflé, hué hier en Alsace. Est-ce qu'il mérite, le chef de l'État, d'être hué et sifflé de votre point de vue ? Non mais c'est la France qui ne mérite pas ça. Moi j'ai mal finalement pour mon pays lorsque je vois la situation dans laquelle le président de la République l'a plongé. J'ai mal pour mon pays lorsque je vois un président de la République se faire insulter, conspuer. Je respecte la fonction, même si je suis profondément en désaccord avec Emmanuel Macron, je trouve que c'est pas convenable pour nos institutions et pour l'image de la France. Vous ne feriez et j'ai pas ça. mal de voir les Français être si maltraités par Emmanuel Macron et se sentir si méprisés et finalement être si malheureux. Donc oui, je pense que la situation du pays, qui est liée vraiment aux décisions qu'a pris Emmanuel Macron, est malheureuse. Et je pense que cette espèce de désunion nationale, où on voit des Français malheureux des décisions politiques, hostiles aux décisions politiques, et un président de la République totalement sourd par orgueil, totalement sourd aux revendications, aux plaintes, aux attentes des Français, aux attentes fortes qu'ils ont. Hier, il dit « je ne suis pas sourd ». Il dit « il faut entendre la colère ». Il l'entend d'ailleurs, il a employé à plusieurs reprises le mot colère dans son allocution cette semaine. Non mais ça c'est de la il est sur le com. terrain pour l'entendre. Non mais ça c'est de la com. Je veux dire, Emmanuel Macron nous balade, son histoire de 100 jours. Enfin, qui croit qu'en 100 jours il va faire ce qu'il n'a pas fait en 6 ans? Vous me direz, il n'en reste plus déjà que 97 et on n'a pas vu beaucoup de différence, ne serait-ce que sur les 3 premiers. Mais je veux dire, tout ça c'est de la communication. Mais y compris aller sur le terrain, c'est de la communication, Sébastien Chenu, aller au contact des Français. Bien sûr, entendre ce qu'ils ont à dire. aujourd'hui, il est dans une opération de communication, presque de provocation, puisqu'il va voir les Français pour leur dire: je ne bougerai pas, je ne reculerai pas et j'appliquerai la réforme des retraites face à des Français qui lui disent: Monsieur le Président, bougez, changez, écoutez-nous, nous ne voulons pas de ce dispositif. Mais donc c'est un dialogue de sourds en Sébastien réalité. Chenu, si vous étiez au pouvoir, mettons-nous dans la situation où ça arrive en 2027, vous céderiez à la rue. S'il y a, et c'est le cas d'une partie des manifestants, de gauche, d'extrême gauche, qui se mobilisent, vous leur direz: pas de souci, nous vous écoutons, nous cédons à la gauche, Alors, à l'extrême gauche. il y a plusieurs choses. D'abord, moi je pense que c'est pas en tapant sur des casseroles qu'on fait reculer le chef de l'État. Hein, je veux Vous dire, êtes d'accord avec lui, c'est pas les casseroles qui font avancer le pays. Ah non, ça c'est pas la même chose. Ce qu'il a dit est profondément méprisant. C'est pas les casseroles qui font avancer le pays. Moi, je pense que l'opposition, ce type d'opposition, ne le fera pas reculer. Ce n'est pas ça qui va le faire bouger. L'opposition, elle doit être politique, elle doit être à l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, on n'a jamais pu compter sur les députés de gauche pour aller à un vote qui aurait rejeté le projet de loi sur la réforme des retraites. Ils se sont toujours trompés dans leur stratégie concernant ce débat sur la réforme des retraites. Ils ont voté la censure, pas la vôtre, mais ils ont voté... Non mais je veux dire, ils n'ont jamais été là lorsqu'il s'agissait de pouvoir... Ils ont fait de l'obstruction alors que nous on demandait qu'il y ait un vote. Bon, simplement sur le fait de pouvoir se déplacer. Voter, ça a des conséquences. Quand vous votez Emmanuel Macron, y compris quand M. Martinez de la CGT vote Emmanuel Macron, il a pour conséquence la réforme des retraites. Alors après, il peut taper sur une casserole, ça ne fait pas changer le président de la République, car il avait dit: vous aurez la réforme des retraites. Si demain vous votez pour Marine Le Pen, vous n'aurez plus cette réforme des retraites, car nous l'abrogerons. Donc les politiques différentes ont des conséquences différentes. Donc par conséquent, vous posez le problème: est-ce que vous sortiriez s'il y avait de l'opposition? On se serait déjà pas mis dans ce cas de figure, c'est une évidence. Mais vous reconnaissez d'une certaine manière en creux sa légitimité. Ces gens ont voté pour lui, donc ils ont la conséquence de leur vote, qui est l'application de son programme. C'est exactement ce que dit Emmanuel Macron hier, quand il dit justement: j'ai été élu démocratiquement et donc j'applique le programme pour lequel j'ai été élu démocratiquement. Alors, non mais il joue sur les mots, parce que évidemment Emmanuel Macron est légitime. Évidemment, il avait dit qu'il ferait la réforme des retraites. Et évidemment, les idiots utiles du système, la gauche, qui en appelant à voter pour Emmanuel Macron, participent de ce discours qui permet à Emmanuel Macron de dire: écoutez, vous avez voté pour moi, je fais ce que j'avais dit. Sauf qu'évidemment, il n'avait pas voté pour Macron pour ces raisons-là. Il le sait très bien, et surtout sa méthode a été d'une brutalité infinie, parce qu'à partir du moment où il a été élu pour de mauvaises raisons, il a été élu par certains qui voulaient faire barrage à Marine Le Pen, ce que j'appelle de mauvaises raisons, eh bien il impose plus qu'il ne cherche à convaincre, et aujourd'hui il impose contre les Français des lois dont les Français ne veulent pas. Et il utilise tous les stratagèmes possibles pour leur imposer quelque chose. Mais est-ce qu'on peut, Sébastien Chenu, considérer qu'il y a une légitimité à géométrie variable? Hier, il dit: quand on est élu, on est légitime, sinon c'est la tyrannie de la rue et du désordre. Est-ce qu'on ne peut pas se dire que si on a des règles communes, qui sont la démocratie, le vote majoritaire, une fois que l'élection est passée,
On Non s'y mais plie. entendons-nous, Emmanuel Macron, il est légitime comme président de la République. Ce texte est totalement illégitime politiquement. Nous n'avons Vous faites de la jamais géométrie variable, voté. c'est ce que j'appelle la géométrie Non mais bien variable. sûr, ce texte, nous n'avons jamais voté sur le texte sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu de vote sur ce texte sur la réforme des retraites. Or, il peut y avoir d'autres possibilités pour sortir de cette impasse, puisqu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale. Le président de la République pourrait lancer un référendum. Ça pourrait être une façon de sortir de l'impasse politique et de cette image déplorable d'un président et d'un gouvernement qui ne peut plus sortir dans la rue sans être conspué. Donc il pourrait, de façon presque adulte, dire « Ok, très bien, alors je demande aux Français de trancher ». Il ne le fera pas parce qu'il sait très bien que les Français ne veulent pas de ce texte. Donc il leur impose. Mais ce texte, il n'a pas de légitimité politique. Hier, il vous a, je crois, ciblé parce qu'il dit il y a des tas de gens qui ne se remettent pas de ne pas avoir gagné la présidentielle. Il me semble que c'est votre cas. Est-ce que vous l'avez pris personnellement? Est-ce que vous avez du mal à vous remettre de ne pas avoir gagné la présidentielle, Sébastien Chenu, avec Marine Non, pas Le du Pen? tout. Non, pas du tout. Je crois qu'on a fait la démonstration qu'un mois et demi après, en faisant entrer 89 députés au mois de juin à l'Assemblée nationale, non seulement on était particulièrement bien remis de l'élection présidentielle, mais Emmanuel Macron, lui, ne réussissait pas à obtenir une majorité absolue. Première fois qu'un président de la République avait si peu de députés de sa couleur politique après une élection présidentielle. Donc, pas de souci, on s'est très bien remis, mais je crois surtout qu'on prépare, parce qu'on est vu comme un pôle de stabilité, qu'on prépare la suite. Nous, vous savez, on ne se cache pas derrière notre petit doigt. Ce que nous proposons aux Français est assez connu. Les conséquences de nos politiques seront connues. Il y aura moins d'insécurité, il y aura moins d'immigration, il n'y aura pas cette réforme des retraites. C'est assez clair ce que nous proposons. Et je pense que la qualité des analyses menées par Marine Le Pen depuis des années, aujourd'hui, saute aux yeux des Français. Marine Le Pen avait expliqué la problématique de l'inflation. Emmanuel Macron n'en dit pas un mot lundi dernier dans son allocution. Alors, pas un mot. Marine Le Pen Sébastien avait Chenu. expliqué que la France ne serait pas apaisée avec Emmanuel Macron. Elle en avait même fait d'ailleurs un axe de campagne. Elle avait fait une campagne sur la France apaisée. Emmanuel Macron avait dit « je ferai la réforme des retraites et je ferai la France apaisée ». Aujourd'hui, on voit l'état du pays. Donc non, je pense que ce que nous portons est connu des Français et attendu des Français. Sébastien Chenu, sur l'inflation, il dit quand même une chose, le chef de l'État, dans son allocution cette semaine, il parle de la colère face à des prix qui montent, et il liste qu'il s'agisse du plein, des courses ou de la cantine. À votre place, Gérald Darmanin, mardi, le ministre de l'Intérieur, disait « Maintenant, c'est aux patrons, aux entreprises de prendre leur part et d'augmenter les salaires ». Est-ce que vous diriez quelque chose de différent? Non mais à un moment, ça fait 6 ans que ces gens sont au gouvernement et qu'ils n'ont rien fait à part abîmer les comptes publics. Rien fait à part abîmer les comptes publics. Nous, on a fait des propositions. Quand avec Marine Le Pen, on propose d'augmenter tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, de 10% en échange d'un gel des cotisations patronales. C'est très concret. Ça renvoie la balle dans le camp des partenaires sociaux qui sont d'accord pour avancer sur ça. Nous, tous les chefs d'entreprise, quand on dit « Ok, on a compris qu'il fallait augmenter les salaires », eh bien l'État crée le cadre qui permet d'augmenter les salaires. Cette proposition, nous l'avons présentée à l'Assemblée nationale. La gauche l'a refusée. La Macronie l'a refusée. Donc aujourd'hui, ils viennent nous dire « Bah oui, il faut augmenter les salaires ». Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on propose. Sur le pouvoir d'achat, nous proposons des solutions pérennes. La diminution de la TVA sur les énergies à 5%. Rien. Le gouvernement préfère distribuer des chèques pour compenser des taxes. Absolument un non-sens économique. Pour cibler ceux qui en ont le plus besoin et qui sont les plus modestes. Vous savez très bien qu'une baisse de la TVA, ça profite aussi aux plus riches. Oui, mais ça profite surtout aux plus faibles. D'ailleurs, tous les économistes le disent. Lorsqu'on fait baisser les taxes, notamment la TVA sur un plein d'essence, ça profite d'abord à ceux qui ont des petits salaires parce que le coût de vos moyens de transport, de l'énergie que vous utilisez sur votre budget, il pèse beaucoup plus lorsque vous avez un petit salaire. Mais regardez ce que fait le Portugal. Le Portugal a baissé la TVA sur des produits de première nécessité. Moi, j'ai regardé les chiffres hier. Et la facture sur les prix, la limitation de la hausse des prix, elle est de 4% au Portugal, alors que nous, l'augmentation des prix, elle est de 15%. Donc, ce qui se fait à l'étranger, dans la zone euro, pourrait se faire en France. Ils ne le souhaitent pas, ils ne le veulent pas, ils ne le font pas. Et pourquoi ? Parce qu'ils veulent être les bons élèves soumis de l'Union européenne, et surtout, ce sont aussi des engagements qu'ils ont pris par rapport à l'Union européenne, par rapport au plan de relance. Parce que l'assainissement des dépenses publiques, ça n'a pas d'importance, Sébastien Chenu. Mais ils les ont fait exploser. Ils ne peuvent pas donner des leçons. Ah oui, d'accord. Donc ils font tout exploser, et ensuite ils serrent la vis, et ce sont les Français qui payent l'addition. C'est un non-sens politique et économique total. Nous, on demande des choses qui sont très concrètes. On propose des choses qui sont très concrètes, qui sont applicables immédiatement. Sortir du marché européen de l'énergie. J'entends encore Bruno Le Maire nous dire il y a 6-8 mois, oui, on va regarder, on va le faire, c'est pas inintéressant.
Ils n'ont rien fait. Le travail on en est en cours toujours. avec la Commission Oui, européenne, non, mais écoutez, ça fait 6 ans qu'ils sont au pouvoir. Le travail est en cours. Vous me dites, Adrien Gindre, on se moque de qui? Non, sincèrement. Vous avez dit à plusieurs reprises, ils sont là depuis 6 ans, jusqu'on comprenne. Ils sont là potentiellement encore pour 4 ans, parce que le mandat du président de la République, c'est jusqu'en 2027. Si vous êtes au pouvoir, en 6 mois, vous faites tout ce qu'il y a à faire et pendant 4 ans, mais pas en 6 mois, puisque je vous dis qu'ils sont là depuis 6 ans. Ce qu'on est en train de découvrir, oui, c'est normal, au fur et à mesure d'un mandat, de continuer à réformer, Sébastien Chenu. Ou alors on s'arrête, on travaille un an et on fait plus rien. Ce qu'on découvre, et ce que les Français probablement découvrent, c'est qu'ils sont totalement incompétents. On nous les avait vendus comme les Mozart de la finance, comme des gens qui, à l'international, étaient des experts, comme des gens qui allaient protéger l'économie, mais rien de tout ça en sécurité, en immigration, en économie, à l'international. Enfin, vous pouvez me dire où sont les succès Donc le problème, que ce gouvernement c'est pas la réforme des retraites. Le problème, c'est Emmanuel Macron, son gouvernement, son action. C'est la totalité. Mais bien sûr, évidemment que c'est la philosophie que porte Emmanuel Macron, cette philosophie qui abîme la France, qui déconstruit son modèle social, qui ne réindustrialise pas le pays parce qu'il mise sur une économie uberisée, la France des chauffeurs Uber et des livreurs Deliveroo. C'est ça, sa vision de l'économie. Mais Sébastien Chenu, tous les sujets, il a parlé école, il en parlera aujourd'hui dans l'Hérault, il parle santé, il parle écologie, il parle plein emploi, ordre républicain. Est-ce que c'est pas des sujets sur lesquels vous vous dites, au moins sur le constat, il a raison, il faut faire avancer la France. Donc allons-y. Oui, non, mais ça pour parler, il parle, c'est sûr. Pour parler, il parle. Pour faire des constats, il en fait des constats. Parfois, on peut partager les constats, oui. Quand on pense que les professeurs sont mal rémunérés, moi j'ai entendu les syndicalistes, eh bien, on est très loin des engagements d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron avait proposé une hausse de 10% des rémunérations des enseignants. Et il y aura des on en est assez loin. Ça fait quand même, encore une fois, je le redis, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Nous, on avait proposé un certain nombre de choses, notamment une augmentation du salaire, de la rémunération des enseignants de 3% par an sur le quinquennat. Parce qu'on pensait qu'on arrivait comme ça à 15% à la fin d'un quinquennat, mais que c'était digérable 3% par an. Bon, on est très loin de ce que fait Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc oui, c'est le président du constat, c'est le président d'une France désordonnée, c'est le président qui parle, mais qui agit très peu. Et pendant ce temps-là, le pouvoir d'achat, l'insécurité, l'immigration, tout ça continue de se détériorer. Marine Le Pen, il y a quelques jours sur LCI, quand elle était l'invitée du grand jury, a listé, vous y faisiez allusion, les solutions qui pourraient permettre d'avancer. Elle disait, bon, il n'y en a pas 10 000, il y en a 3. Le référendum, vous avez vous-même dit à l'instant, c'est certainement exclu. Même si je précise que le président, ce matin, dans une interview à nos confrères du groupe EBRA, l'Est républicain, évoque le référendum. Il dit « j'aurai à m'en saisir pour des sujets que je choisirai ». Donc pas tout de suite, mais peut-être. Il y a la question aussi de la dissolution. Bon, là on va y revenir parce qu'on voit pas très bien quand on regarde les sondages en quoi ça réglerait le problème. Et puis la démission du président, là il a répondu aussi hier en disant « je suis en CDD jusqu'en 2027 ». Ça nous dit qu'il n'a pas prévu de démissionner. Bon, référendum, vous excluez vous-même. Démission, c'est le président qui l'exclut. Attardons-nous un instant sur la dissolution. À quoi ça servirait? Parce que si vous, même progressez en nombre de députés, mais n'avez toujours pas la majorité, vous ne serez pas plus en capacité de gouverner le pays qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Vous aurez une majorité absolue. Ah oui, moi je pense qu'aujourd'hui les Français donneront une autre majorité au pays et que cette majorité, elle sera composée du Rassemblement national et de tous ceux qui accepteront de venir travailler avec nous de façon élargie. Non. Vous avez aussi un risque de travailler avec personne. Non, mais vous nous aviez dit avant les législatives, vous aurez 20 députés. J'ai retrouvé l'ensemble des dépêches de presse qui disaient Marine Le Pen aura probablement un groupe d'une vingtaine de députés. On en a eu 89. Aujourd'hui, je pense que il y a fondamentalement un désaccord politique avec avec la politique que mène Emmanuel Macron, et qu'il y a une adhésion aux solutions que nous proposons. On a parlé du pouvoir d'achat, on a parlé de la réforme des retraites. Je pense que les solutions que nous proposons aujourd'hui, les Français sont prêts à y adhérer et donc à donner une nouvelle majorité. Moi, je crois que les Français, si on leur dit demain, est-ce que vous pouvez donner une nouvelle majorité, une autre majorité politique pour une autre politique qui aura d'autres conséquences dans le pays, eh bien oui, ils donneront une majorité à Marine Le Pen. Mais donc ça ne marche que si vous avez, on est d'accord, une majorité absolue. Si vous êtes sous les 289, vous serez dans la même situation qu'Emmanuel Macron aujourd'hui. Mais en tous les cas, nous, on est prêts à assumer ses responsabilités et à le dire aux Français. On ne cherche pas à fuir nos responsabilités. On a une feuille de route. On a travaillé un certain nombre de propositions, que ce soit sur les transports. J'entendais aussi un certain nombre d'annonces faites par Gérald Darmanin, mais nous, on a travaillé sur ces sujets-là. La nationalisation des autoroutes, la fin des ZFE, tout ça. On a des politiques pour chaque sujet. On les assume, on les portera devant les Français. On a une équipe. Ça aussi, pendant des années, on nous a dit... C'est vous d'ailleurs qui serez à Matignon ? Mais qui va gouverner avec Marine Le Pen? On a 89 députés, on a des députés européens. Elle a cité votre nom et le nom de Jordan Bardella pour Matignon. C'est fort aimable à elle.
Voilà. Mais Mais il faut que les Français nous envoient une majorité avant de savoir qui gouvernera, qui sera Premier ministre. On a des tas de gens... C'est bien de savoir aussi, Sébastien. Mais c'est très bien, mais je laisse... On dit aux Français quelles seront les conséquences de nos politiques. C'est bien aussi de dire aux Français qui dirigera. Vous avez raison, Marine Le Pen a cité 2 noms, j'en suis très flatté. Elle a parlé de Jordan Bardella également, et je suis persuadé qu'il y a dans notre mouvement d'autres personnes qui n'ont pas forcément aujourd'hui une grande notoriété, mais que les Français découvriront et dont ils s'apercevront de l'immensité de leur talent. Vous savez, Jean Castex, Elisabeth Borne, même Édouard Philippe, n'étaient pas des gens très connus lorsqu'ils ont été nommés à Matignon. Donc, ce n'est pas la notoriété qui fait. Et ce sont des bons premiers ministres. Ils ont été où ils sont aujourd'hui. Ah, eux n'ont pas été de bons premiers ministres, parce qu'ils sont au service d'une mauvaise politique. C'est-à-dire, quand vous appliquez une politique qui est fondamentalement en désaccord avec les espoirs des Français, qui les appauvrit, qui ne les protège pas, qui ne leur rend pas leur argent, qui dévalorise la France du travail, vous n'appliquez pas une bonne politique et vous n'êtes pas un bon Premier ministre. Pourtant, hier, Emmanuel Macron a redit sa confiance à la Première ministre Elisabeth Borne. Bon, il n'y a pas de date qui soit donnée sur jusqu'à quand, mais pour le moment, elle est toujours là. Est-ce que vous souhaitez toujours son départ ? Oui, mais moi je souhaitais qu'Elisabeth Borne parte avec la réforme des retraites sous le bras. Parce que je pense que c'est un package, si vous me le permettez. Elisabeth Borne, c'est la réforme des retraites. Elle est associée à la réforme des retraites, comme Jean Castex était associé au Covid. Comme la réforme des retraites reste, elle peut rester. Non, mais ça n'a aucun intérêt, parce qu'Elisabeth Borne n'a plus aucune autorité sur personne. Est-ce qu'Elisabeth Borne peut faire passer un texte demain ? Elle dit elle-même à Marine Le Pen, lorsqu'elle la reçoit, nous allons ralentir l'activité du Parlement. Et parce que nous ne trouvons pas de majorité texte par texte. Alors depuis, elle a dit le contraire, parce que ces gens-là disent tout et le contraire le lendemain. Donc ils ne savent pas où ils vont. Il n'y a pas de cap, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de capacité à protéger les Français. Nous, on demeure, je crois aujourd'hui, les seuls qui protégeons la France qui travaille, qui a travaillé ou qui aimerait travailler. C'est le message qu'on portera le 1er mai. Alors, 1er mai, c'est la fête du travail, pardon, mais moi j'ai vu que vous faisiez une fête de la nation le 1er mai, pas une fête du travail. L'un n'empêche pas l'autre. Nous avons toujours porté un discours sur le travail. Non, mais le 1er mai, nous sommes toujours réunis pour porter un discours sur le travail au moment de ce qu'on appelle la fête de la nation. J'espère qu'on accueillera d'ailleurs à cette occasion le leader de Force ouvrière qui nous a rejoints en Moselle. J'espère qu'on accueillera c'est ce que vous des parlez Français. Pas de Frédéric Souillot, non, il n'est pas le seul, mais l'un de ses leaders régionaux. Je pense qu'on est capable d'accueillir des Français qui, hier, peut-être pour de bonne foi, pour des raisons de bonne foi, ne nous faisaient pas confiance, mais qui aujourd'hui ont envie de travailler avec nous. Vous faisiez allusion à l'instant aux autres annonces. Gérald Darmanin, hier, il dit fini les retraits de points sur le permis de conduire pour les excès de vitesse en dessous de 5 km à l'heure. Ça, c'est une bonne décision ? Oui, bien sûr, mais ça faisait partie des propositions de Marine Le Pen dans son programme. Donc on ne va pas aujourd'hui dire que c'est une mauvaise décision. Elle a déjà été annoncée dans le passé par Gérald Darmanin. Elle sera effective en janvier prochain. Elle est réactivée aujourd'hui, on imagine, pour essayer de faire un peu un écran de fumée. Mais il y a d'autres choses. Moi, j'attendrai d'un gouvernement sur les politiques de la route. Et notre député Pierre Meurin, qui est député du Gard, travaille sur ces sujets-là. La fin des ZFE, qui sont injustes pour les automobilistes, qui vont sanctionner les automobilistes qui ont des voitures qui, passant tout de même le contrôle technique, seront empêchés d'entrer dans les centres-villes, y compris parfois d'accéder aux hôpitaux. J'attendrai qu'on travaille sur la filière hydrogène, j'attendrai qu'on nationalise les autoroutes pour rendre aux Français leur argent. Donc vous voyez, sur les politiques de route, de transport, de sécurité routière, il y a beaucoup de choses à faire. Cette annonce, elle est la bienvenue, parce que dès qu'on peut redonner un peu aux Français de ce qu'on leur pique à travers des contrôles assez injustes sur la route, eh bien j'y suis favorable, mais ça ne fait pas une politique de la route. Vous parliez de travail aussi, il y a un pacte de la vie au travail qui est en préparation avec les partenaires sociaux, il y a une loi travail. L'idée toujours, c'est ce que Emmanuel Macron disait lundi, ramener vers le travail les bénéficiaires du RSA. À votre place encore, Gérald Darmanin, en début de semaine, disait qu'il faut même aller jusqu'à la sanction. La promesse de campagne, je rappelle, d'Emmanuel Macron, c'était de dire on va conditionner le RSA à 15 à 20 heures d'activité hebdomadaire. Est-ce que ça, c'est une politique sur laquelle vous soutiendrez le gouvernement ? Non, mais je pense que là encore, ils font fausse route. Moi, je suis favorable, et nous sommes favorables à ce qu'on sanctionne les fraudeurs et ceux qui bénéficient indûment du RSA, c'est-à-dire qui montent des faux dossiers. Et élu de Denain, je peux vous dire que j'ai vu des gens qui fraudaient le RSA, qui le touchent indûment. Maintenant, pensez qu'on va mettre le lundi matin dans une collectivité, à ramasser les papiers, quelqu'un qui est au RSA du dimanche au lundi en 24 heures, et que ce n'est pas un métier d'ailleurs
que d'entretenir les espaces verts, etc., et qu'il suffit de décider qu'on le mette au travail. Il ne faut pas conditionner l'activité. Eh bien, je pense qu'en fait, ça marche pas comme ça. Ça ne donnera pas les bénéfices attendus. Moi, j'aimerais, dans un système formidable, que chacun puisse se lever, aller travailler, etc. On sait que ça ne marche pas comme ça parce que souvent, les bénéficiaires du RSA sont très éloignés de la problématique de l'emploi. Il faut les resocialiser, il faut les aider à retrouver des repères, le rapport à des horaires, le rapport à une formation. Je préférais que ce soit des formations, voyez-vous, que simplement des heures de travail. Je préférais que ça corresponde à des formations, à de l'insertion. Et là, je trouvais que ce serait intéressant. Visiblement, le gouvernement ne sait pas, là encore, où il va. Maintenant, les fraudes, puisque ça nous amène probablement à parler de ça. Là encore, Marine Le Pen avait fait des propositions très énergiques pendant sa campagne présidentielle. Un grand ministère de lutte contre la fraude. La fraude, elle est à la TVA, elle est sociale, elle est fiscale. J'entends sur la fraude sociale. Oui, mais j'entends sur la fraude sociale. J'ai pas entendu grand-chose sur la fraude fiscale, 80 milliards d'euros, et j'ai pas entendu grand-chose sur la fraude à la TVA. Alors le ministre 15 à 20 milliards a déjà dit qu'on allait doubler les effectifs à Bercy. Là pour lutter encore, contre un certain nombre ils de vont fraudes faire fiscales. ce qu'ils n'ont pas fait en 6 ans. Très bien, ça fait des années qu'ils nous bassinent, qu'ils nous racontent qu'ils vont faire et qu'ils ne font pas. Alors moi j'attends de voir, mais nous avons mieux vaut tard que jamais, peut-être. Oui, d'accord, mais par exemple sur la carte vitale biométrique, nous avions fait des propositions. J'ai pas entendu ça dans le gouvernement. La réalité, c'est que ce sont combien la carte vitale biométrique, Sébastien Chenu? Oui, mais on la paye. Mais on la paye en ramenant l'argent qu'on reprend sur la fraude. Par carte. Mais on la finance avec l'argent qu'on reprend sur la fraude, évidemment. Donc ce sont des annonces. Ils ne savent rien. Ils n'ont rien anticipé. C'est tout ça pour essayer de changer de séquence. Faisons plutôt confiance à des gens qui ont réfléchi, notamment au Rassemblement national, sur ces sujets. Mais j'entends que sur certains sujets, vous dites ça vient tard, mais que vous n'êtes quand même pas totalement en désaccord avec tout Mais sur le crois fond. pas. Voilà. Merci Sébastien Chenu d'avoir été l'invité de LCI ce matin.